commencer par le refuge, par exemple. Sangye chodan soke chonamla janshu bado dani kyapsuchi dagi jinsogi petsanamke tola penche sangye duposho. Dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends un refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Bon, où en sommes-nous? L'enseignement n'était pas très difficile. Je veux dire au niveau de la compréhension intellectuelle. Hein? Je pense que c'était pas difficile à comprendre. Si on compare les systèmes philosophiques, après les systèmes philosophiques, ouf, c'est rafraîchissant d'un certain côté, n'est-ce pas? Après la mise en pratique, c'est autre chose, peut-être. Hein? Ça fait travailler aussi. Donc dans ce sens, c'est pas forcément facile. Mais au niveau de la compréhension intellectuelle, ça présentait pas de difficultés particulières. Donc, en ce qui concerne le Drupta, justement, les systèmes philosophiques, je voulais vous dire que j'ai corrigé les évaluations. Donc les personnes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'ont rendu. Il y avait peut-être une douzaine de personnes, un petit peu plus, qui ont rendu l'évaluation de Drupta. En fait, c'était pas si difficile que ça, je pense. Non, c'est vrai, c'était pas si difficile que ça, mais il fallait s'y mettre. Hein. Je veux dire, à condition d'avoir étudié. Si vous aviez étudié, tant soit peu, c'était pas forcément difficile. Mais bon, peut-être que aussi certains d'entre vous l'ont fait pour soi-même et l'ont pas rendu. Toujours est-il que la correction sera envoyée à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, et les personnes qui l'ont rendu, vous les trouverez dans les dossiers, votre copie. Donc, par rapport à l'enseignement, je n'ai même plus mon livre. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'il y a un micro? C'est Alexica le micro. Et est-ce qu'il y avait des questions particulières par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui et hier? Bon, je ne sais pas si j'ai besoin de ça. Mais bon. Sinon, bon, ce que je voulais vous dire au sujet de l'enseignement, c'est juste revenir un peu peut-être sur la mémoire et la vigilance. Hein. Ce sont des facteurs mentaux. Est-ce qu'on les a déjà rencontrés, ces facteurs-là? Oui. Donc, dans quel contexte? Dans le calme mental. Dans la méditation, ouais, dans le calme mental. Et qu'est-ce qu'ils font dans le calme mental? Dans le calme mental, oh yeah, oh yes. Oui, on parle de ça, on parle de ces deux facteurs. Et dans quel contexte un peu plus précis? C'est des antidotes. À quoi? À la distraction? L'agitation, la somnolence. Alors reprenons, dans le Chine, il y a combien d'obstacles et combien d'antidotes? Il y a 2 obstacles. Non, il y en a un peu plus.
Alors, il y en a combien? 4. Est-ce qu'il y en a 4? Oui. Oui, il y en a 4 parce qu'il y en a même 5. Donc, c'est vrai, il y en a 4. Il y en a 5. Voyons. Alors, il y a la paresse. Alors, il y a la paresse, il y a l'oubli des instructions, ça fait 2. Après, il y a l'agitation et le relâchement, ça fait ce qui compte comme 1. Ouais. Et ensuite, il y a... Non, ça va ensemble tout ça. Hein. Le manque d'équanimité, ça s'appelle pas comme ça. Hein. L'application excessive et le manque d'application. Hein. Ou plutôt le manque d'application et l'application excessive des antidotes quand il n'y en a pas besoin. Ça, c'est les 5 obstacles pour chiner. Hein. Et dans le cadre des antidotes, alors où c'est qu'on trouve la mémoire? Par rapport à l'oubli des instructions. En fait, c'est ça. D'abord, vous avez la paresse. Hein. Par rapport à la paresse, il y a 8 antidotes. Ça, c'est bien, c'est pratique dans les enseignements d'avoir des énumérations et des chiffres. Parce qu'on peut retenir les chiffres. Hein. 5 obstacles et 8 antidotes. Et le premier obstacle est la paresse, et il y a 4 antidotes à la paresse. Hein. Déjà. Et puis après, il y a 4 autres obstacles. Et il y a donc les 4 antidotes restants pour les 4 obstacles. Hein. Donc, l'oubli des instructions, qu'est-ce que ça veut dire dans chiner? C'est le deuxième obstacle, après la paresse. On a supprimé la paresse, on est sur le coussin. Et on oublie l'objet, on perd l'objet. Hein. L'oubli des instructions, c'est ça en fait. Hein. Et donc, on va utiliser la mémoire pour ramener l'esprit sur l'objet. Hein. Ça, c'est la mémoire. Et donc, ensuite, donc tout ça, on l'a étudié dans le Lamrim. Vous allez voir, plus on va, en fait, plus vous voyez que ce qu'on a appris déjà dans le Lamrim, dans l'Orig, dans Drupta, maintenant, ça va venir, c'est comme des clés, et on va s'en servir dans les différents textes, en étudiant les textes, vous voyez. Donc, il y a les 4 antidotes à la paresse, il y a la mémoire pour l'oubli des instructions, qui en fait, on oublie complètement ce qu'on est en train de faire, on oublie l'objet, on perd l'objet. Donc la mémoire ramène l'esprit sur l'objet. Donc après, qu'est-ce qu'il y a comme... Vous avez quelque chose à dire? La vigilance. Et qu'est-ce qu'elle fait la vigilance? Comment? Oui, par rapport à l'agitation et au relâchement, en fait, on dit la vigilance est un antidote à l'agitation et au relâchement. Mais en fait, c'est pas l'antidote direct, mais c'est cette introspection, en fait, ce vigile qui regarde comment l'esprit se comporte et qui regarde si ces deux sont présents, le relâchement mental ou l'agitation mentale. Et ça, c'est la vigilance. On s'en sert à ce niveau-là. Et donc, après, si on trouve qu'il y a ces obstacles-là, donc le relâchement ou l'agitation, il faut utiliser les remèdes propres à chacun de ces états d'esprit pour y remédier. Voilà. Et puis après, les 2 autres obstacles à chiner, c'est en fait ne pas appliquer les remèdes, ne pas appliquer la vigilance et ne pas appliquer les remèdes en fait au détachement et à l'agitation quand ils sont présents. Et le dernier, c'est les appliquer quand il n'y en a pas besoin. Donc on parle les antidotes, les remèdes, c'est l'application pour contrer le manque d'application et l'équanimité pour contrer l'excès d'application. On les trouve dans ce sujet. Où c'est qu'on a trouvé encore? Où c'est qu'on a déjà entendu parler de... Dans l'Orig, oui. Dans les facteurs mentaux. Et alors? C'est où dans les facteurs mentaux? Je vous dirais que moi j'ai cherché. Hein. Alors, je tiens un avantage sur vous parce que je connaissais la question. J'ai sorti mes petits papiers. Dans les... Oui? Changeants. Dans les changeants. Pourquoi pas?
Mais non. Les changeants, c'est quoi les changeants? Il y en a 4 changeants. Hein. Oui, c'est pas changeant, non. C'est dans les vertueux. C'est dans les vertueux, la vigilance. Je crois que la vigilance, elle n'y est pas dans les facteurs mentaux tels qu'elles sont exposées. Ça ne veut pas dire que c'est pas un facteur mental, hein. Mais l'attention, oui, attention ou mémoire. En fait, il faut faire attention parce que justement, ce fameux mot drempa est traduit quelquefois par attention et quelquefois par mémoire. En tibétain, drempa, c'est la mémoire, littéralement. Même dans le langage courant, c'est mémoire. Hein. Mais bon, quelquefois, ce drempa, hein, qu'on traduit par mémoire, c'est ce fameux facteur pour la méditation qu'on traduit par attention ou attention continue. Quelquefois, moi j'aime bien dire la présence d'esprit. Et c'est ce que le vénérable Thich Nhat Hanh traduit par la pleine conscience. Hein. En fait, la pleine conscience, mindfulness. On traduit en anglais par mindfulness, pleine conscience. Hein. Donc c'est une autre façon un peu de l'interpréter, mais c'est le même facteur mental. Hein. Et donc, il fait partie des facteurs déterminants, hein, la 3e catégorie. Et en fait, il faut faire attention parce que dans les facteurs mentaux omniprésents, donc il y en a 5, le 5e, souvent on le traduit par attention. Hein, attention. En fait, attention, cette attention-là, ce 5e, quelquefois on le traduit aussi par engagement mental. Il a pas en tibétain, donc c'est vraiment différent. Hein. Ça veut dire donner l'attention à l'objet, c'est ce qui dirige l'esprit vers l'objet. Hein, c'est un engagement mental. Ça fait partie des. Souvent, c'est le dernier des 5 omniprésents. Mais le drempa là. Pour ça, c'est bien de savoir le tibétain, finalement. Hein, Drempa Sheshin. Oui, c'est bien. Drempa Sheshin, comme ça, c'est une référence. Drempa, c'est la mémoire. Hein, qu'on dit quelquefois aussi. On dit Drempa, on dit aussi l'attention. Hein, ou l'attention soutenue, l'attention continue. Drempa. Et Sheshin, c'est la vigilance. Drempa Sheshin. Donc, juste pour dire un petit mot de ce drempa, cette mémoire-là. Donc, c'est le remède à l'oubli des instructions. Vous entendrez Geshe-la dire, Drempa Sheshin. Hein. Maintenant, vous allez comprendre le tibétain. Drempa, c'est la mémoire, Sheshin, c'est la vigilance. Peut-être avec un autre accent. Drempa, D-R-E-N-P-A. Tu peux mettre un accent, si tu veux, sur le E. Drempa. Avec un rapport avec Drontompa, non. Non, non, pas du tout. Non, c'est John Tompa. Tompa, c'est le maître, et John, c'est peut-être le pays d'où il vient, je sais pas. Ouais, c'est pas pareil. Donc, juste, donc on a vu, si vous voulez revoir, par exemple, si vous étudiez, si vous voulez revoir le Lorig et les lectures qui étaient données, hein, vous trouverez l'attention. L'attention, c'est le non-oubli de l'esprit concernant un objet familier, sans fonction, et la non-distraction. Le non-oubli de l'esprit concernant un objet familier, sa fonction et la non-distraction. Et on dit en général, l'application de la mémoire a 3 spécificités, 3 caractéristiques, hein, quand on parle de la mémoire, ou cette mémoire attention. D'abord, la caractéristique de l'objet, c'est un objet familier. Hein. C'est pas un objet qu'on ne connaît pas. Hein. C'est un objet qu'on connaît déjà. C'est pour ça que, par exemple, dans Shiné, on regarde l'image de la déité, on établit une image dans l'esprit, et la mémoire, elle fonctionnera pour ramener cette image à la conscience. Donc l'objet doit être familier. Ça, c'est la première caractéristique. La caractéristique, c'est la caractéristique subjective, c'est-à-dire de l'esprit. Hein. L'objet, c'est l'objet, objectif, c'est l'objet, subjectif, c'est l'esprit. Et dans la caractéristique subjective, c'est le non-oubli.
Donc, par le rappel répétitif, l'habitude est renforcée. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile. Et la troisième caractéristique de cette attention mémoire, c'est sa fonction. Hein, la caractéristique de sa fonction. Sa fonction, c'est la non-distraction. Hein, c'est ce que on vient de dire aussi dans la définition. Là, la non-distraction, ça veut dire que elle empêche l'esprit, elle empêche la distraction. Hein, et elle ne laisse pas d'autres objets distraire l'esprit. Hein, et elle empêche aussi de changer d'objet. Elle empêche soit qu'on change d'objet ou que d'avoir d'autres objets distraire l'esprit. Donc c'est la fonction de non-distraction. Donc c'est la capacité de l'esprit à retourner à l'objet. Donc la mémoire est aussi appelée application continue, au sens où elle retourne de manière répétitive à l'objet. Dans une pause, j'avais entendu, c'était toi, André, qui parlait, il y avait une discussion autour de la vigilance. Tu veux prendre le micro? C'est Alexis qui a le micro, s'il est branché. Je ne sais pas où il est branché, Alexis. Il est multibranché. Oui. Donc, on a eu un petit échange à propos de la vigilance et particulièrement sur la manière d'appliquer la vigilance dans la vie quotidienne. Et je me suis aperçu qu'on n'avait pas tout à fait la même façon de percevoir les choses quand il s'agit justement de mettre en application la vigilance par exemple dans une conversation avec quelqu'un ou dans un échange quel qu'il soit. Mais difficile de rentrer un peu plus dans le détail, mais enfin, ce que j'ai noté particulièrement, c'était les différences qu'on avait dans la perception de la vigilance. Oui. Mais ça, après, il faut l'appliquer, il faut la mettre en pratique et voir qu'est-ce que c'est. Hein. D'après ce que tu disais aussi, bon, je reprends ça parce que d'après ce que tu disais aussi, il y avait cette notion que peut-être c'est assez stressant. Ça pourrait être stressant si on voulait vraiment. C'est ça que tu exprimais? Alors voilà. De toujours faire attention, de s'observer tout le temps. Il pouvait s'agir dans la compréhension d'une personne d'être en permanence dans une forme d'autosurveillance, en fait, de ce que l'on pouvait ressentir et de ce que l'autre pouvait ressentir. Oui, et que ça pouvait poser un problème. C'est pas forcément la façon dont moi je le percevais, d'ailleurs. C'est la façon dont une personne la percevait, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un danger? Ça peut être un danger? Oui. Et vous croyez que ça peut être un danger? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. On a évoqué aussi enfin, il m'est venu à l'esprit la notion de spontanéité dans une conversation, par exemple. Une conversation un échange peut perdre de sa spontanéité si on est en permanence en train de s'auto-surveiller. Après, bon, il faut voir. C'est pour ça qu'il faut de la pratique. Hein. D'abord, il faut voir qu'est-ce que c'est cette vigilance. Cette vigilance, en fait, c'est une partie de l'esprit. Hein. C'est pas tout l'esprit. Ça ne veut pas dire que tout l'esprit devient occupé à surveiller, etc. C'est une partie de l'esprit, un des facteurs de l'esprit qui joue ce rôle-là. Et en fait, c'est quelque chose à laquelle on va s'habituer et qui va devenir assez spontané aussi. Hein, comme un petit regard intérieur, c'est à l'intérieur. Et puis bon, par rapport à ça aussi,
bon, c'est peut-être bien de répéter un peu, de revoir ce que Geshe-la a dit, un peu de ne pas se stresser, de ne pas se mettre sous pression, hein, et aussi de ne pas voir trop grand. Quelquefois, les Occidentaux, on a cette approche que quand on nous dit quelque chose, on veut faire juste ça. Hein. On est un peu carré. Hein. Bon, d'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est une qualité parce qu'on entend quelque chose, on veut vraiment le mettre en pratique. Hein. Et donc, on veut vraiment le faire, mais c'est un peu naïf. Hein. C'est un peu naïf parce qu'on pense qu'on va arriver à faire les choses comme ça tout d'un coup, tout de suite, parfait, hein, que ça marche, comme d'appuyer un bouton. Hein. Alors que c'est un processus, c'est quelque chose d'organique. Et donc, Geshe-la disait au début de l'enseignement, hein, il disait petit à petit, quand on met une goutte dans un récipient, ça remplit le récipient. C'est pas forcément un gros jet qui va remplir. Hein. Et donc, notre pratique, c'est pareil. Il faut que ça soit mesuré. Hein. Il faut pas que ça soit névrotique. Il faut pas que ça soit extrême. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est la constance. Hein. La constance est bon de s'appliquer, hein, de le faire en continu. Et puis bon, aussi l'intelligence, quelquefois, il faut bien comprendre pour pouvoir mettre en pratique. Quelquefois, on veut faire, on n'a pas bien compris. Hein. Donc, par exemple, bien comprendre qu'est-ce que c'est cette vigilance pour la mettre en pratique. Comment ? Oui, donc ça peut développer des interrogations, dit, c'est pas Jérôme, Fred, parce qu'elle nous fait peur cette pratique parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Donc c'est vrai, on n'a pas l'habitude de faire ça, donc on imagine, on a l'habitude plutôt de laisser notre esprit hein, faire ce qu'il veut, et donc on s'imagine ça va être un carcan tout de suite. Hein. Et c'est pour ça, c'est parce que peut-être on ne comprend pas bien non plus hein, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'au début, il faut bien écouter, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que c'est ce facteur, l'identifier en nous et petit à petit le développer. D'accord. S'il y a des questions, je voulais vous parler d'autre chose. À moins qu'il y ait des questions sur ce sujet encore. Bon, Geshe-la a dit aussi, en fait, il n'a pas dit dans l'enseignement, mais il a dit plus ou moins que s'il y avait des gens qui avaient des questions, vous pouvez les mettre, je crois qu'il y a un papier là d'ailleurs, peut-être. Vous pouvez les mettre sur un papier, il y répondra à 4 heures. Donc, une chose dont je voulais vous parler de la méditation sur le Lamrim. Et aussi, je voulais vous parler que le prochain week-end Péba, en fait, je ne serai pas là. Parce que je m'en vais. Je m'en vais à La Réunion, oui. Chez vous. Oui, je m'en vais mercredi. Comment ? Oui, bonjour au groupe, d'accord. Vous en faisiez partie du groupe ? Oui, d'accord. Et donc, oui. Donc je vais à La Réunion, là, je pars dans la semaine. C'est pour ça que je suis un peu stressée. Mais bon, là-bas, j'ai une copine qui a vécu là-bas. Elle me dit, oh, t'en fais pas là-bas, ils sont tellement cool, ils sont pas stressés. Donc ça va me faire du bien. Attention à la vigilance. Donc je reviens en janvier et puis, pour faire des retraites. Hein. Et donc, pour le prochain week-end, où je ne serai pas là, donc on a demandé à deux étudiants de faire les méditations. Hein. En fait, on a demandé à Yves et à Aline, hein, qui je pense ont accepté. Donc ils feront les méditations samedi et dimanche. Et puis, le samedi, vous pourrez faire le groupe de discussion. Et le dimanche, j'ai pensé demander à Nicolas Brun de peut-être venir faire une discussion avec vous. Vous connaissez Nicolas ? Nicolas, c'est un ancien étudiant qui a déjà fait le PEBA la dernière fois. Il a déjà terminé le PEBA précédent. Et donc, il suit ce PEBA, mais il le suit souvent par Internet, ou quelquefois il vient quand il a le temps, mais souvent il regarde par Internet. Et donc, il a entendu ce qu'on avait dit la dernière fois, je pense, sur la méditation du Lamrim. Hein. Je vous avais encouragé et je vous avais lu aussi le conseil de la Mazopa Rinpoché,
hein, qui disait ça serait bien si les étudiants prenaient le lamrim. Comme de toute façon dans le PEBA vous avez aussi une activité en fait de méditation que vous faites chez vous. Hein. Et donc on a déjà dit depuis le début de toute façon du module, c'est bien de continuer les méditations sur le lamrim. Vous avez toutes les fiches. Et donc on avait dit c'est bien de diviser l'année dans... En fait il y a 12 fiches il paraît. Mais au moins dans les différents sujets du lamrim et de faire ça. Et donc Nicolas a envoyé un email en disant que en fait lui il avait fait le dernier PEBA mais il n'avait pas eu le temps de faire les retraites, hein, parce que bon il a une famille et il est instit et il n'a pas le temps, il peut pas prendre un mois vraiment pour faire une retraite de lamrim. Mais alors il a décidé de faire ça tous les jours. Hein, de faire la méditation du lamrim. Et il a dit c'était bien s'il y avait d'autres gens qui le font de faire un groupe. Hein. Un groupe, pas forcément pour méditer ensemble, hein, vous méditez chacun chez soi, mais pour partager des informations, un groupe de soutien. Aussi, vous savez qu'on a un forum et que ça pourrait être aussi utilisé. Hein. Et donc, on a pensé que peut-être Nicolas pourrait venir le week-end prochain, peut-être le dimanche ou le samedi ou le dimanche, mais peut-être le dimanche à 7h, pour un peu faire le point un peu avec vous, si vous voulez. Oui, c'est une bonne idée. Donc, voilà, comme ça, c'est juste une histoire de partager. Hein. Et après, vous voyez comment vous voulez vous organiser. Et justement, à ce sujet-là, il y a un super texte. Je ne sais pas si vous le connaissez. Comment méditer sur les étapes de la voie vers l'éveil, de Pabongka Rinpoche. J'en ai parlé l'autre jour. Bon. Ah, tu as vu sur l'Internet. Ah oui, tu vois, il y a des gens derrière la caméra qui regardent et qui écoutent. Vous l'avez déjà vu, certains d'entre vous, ce texte? Vous ne le connaissez pas? D'accord. Eh bien, justement, Françoise va vous l'envoyer. Ouais. Et donc, c'est bien parce que c'est plein de... Ben, je vais vous en lire un petit peu, hein, puisqu'on a le temps, pour vous montrer un peu. C'est très pratique. Donc, Pabongka Dechen Nimpo, c'est un grand lama. Comment? Ouais. C'est un grand lama du siècle dernier au Tibet, un très grand lama Gelugpa, qui a aussi écrit par exemple un lamrim qui s'appelle La libération dans la paume de la main, hein, qui est très connu, qui n'existe pas en français, peut-être traduit par Dakpo Rinpoche, mais pas sorti en livre, je crois. Donc c'est un enseignement de Pabongka Dechen Nimpo où il expose avec beaucoup de force, directement et en termes clairs, les méthodes d'une instruction expérimentale, comme s'il pointait du doigt chacun des éléments de la pratique. Donc il commence par la première partie, donc c'est fait de différents 7 ou 8 parties, je sais pas, il y a plusieurs parties, il y a 8 parties. La première partie, c'est les instructions sur l'importance de la méditation analytique et sur les points clés de la manière de la pratiquer. Et donc il explique, donc vous le recevrez, vous aurez tout le loisir de le voir, de le lire, pas simplement le voir. Et donc d'abord il parle, juste je vais vous lire des extraits pour vous inspirer. Quand nous sommes fiers de nos vastes études, de nos efforts pour enseigner et étudier, au point d'être persuadés de pouvoir expliquer des quantités de textes, sans que notre esprit ne se soit amélioré le moins du monde spirituellement, c'est qu'il nous manque la méditation analytique, qui associe la compréhension à l'expérience vivante. En fait, il décrit ici comment, en fait, recevoir des réalisations de ces points, et pas juste les connaître. Et donc, il dit, c'est possible de tout connaître, hein, même de nombreux traités bouddhistes, hein, de philosophie, etc., d'enseigner beaucoup, hein, d'avoir tout étudié et d'enseigner aux autres, mais sans que notre esprit ne se soit amélioré le moins du monde. Donc, c'est tout à fait possible. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pratiqué la méditation analytique. Et donc, après, il parle de l'écoute et de l'écoute, l'étude et la compréhension. Et donc, à chacun de ces niveaux se développe une sagesse de l'écoute, une sagesse de la réflexion, une sagesse de la méditation. Et en fait, il dit la sagesse procédant de l'écoute correspond à une simple supposition correcte.
On a déjà entendu parler d'une supposition correcte? Oui. Où ça? Dans l'Auric, hein? Donc, par l'écoute, on peut engendrer la foi, hein, sur tous les sujets du Lamrim, comme la liberté, les richesses, l'impermanence, etc. Mais ces qualités, si ces qualités ne sont pas le résultat de la méditation analytique, une telle sagesse n'est rien de plus qu'une supposition correcte qui finalement disparaîtra. Donc si on veut développer une tsema, une cognition avérée, hein, infaillible, il ne suffit pas de développer la sagesse de l'écoute. Hein. Il faut développer des réalisations, hein, authentiques en fait, une expérience authentique, hein, qui provient de la réflexion. Et sans ça, en fait, ça sera juste une supposition correcte et donc ça va disparaître. Ça, vous n'aurez pas vraiment compris, réalisé. Vous n'aurez pas de perception avérée de ces différents points. Et donc, il explique donc comment, en fait, la méditation analytique est importante. Bon, il parle aussi ici quelque chose que les lamas disent quelquefois. Le danger, hein, si on ne met pas, c'est-à-dire si on n'intègre pas les points desquels on a entendu parler, si on les laisse au niveau de l'écoute, donc de cette supposition correcte au niveau de la foi quelque part, si on les intègre pas, en fait on risque de devenir insensible au dharma. Vous avez déjà entendu parler? Insensible au dharma, ça veut dire que on écoute, on a tout entendu, on a une certaine compréhension intellectuelle, mais comme c'est pas vraiment intégré, finalement, en fait, ça nous fait plus d'effet, hein, et on devient un peu indifférent, hein, et donc on se fatigue d'entendre toujours la même chose. Quand on se fatigue d'entendre toujours la même chose, ça veut dire en fait que oui, c'est fatigant parce qu'on en reste au niveau intellectuel et qu'au niveau intellectuel, on a déjà tout compris. Donc c'est plus trop intéressant. Hein. Là où ça devient intéressant, c'est si on essaie de l'intégrer, d'en faire une pratique personnelle, parce que quand on l'entend, hein, donc c'est un rappel, ça veut dire qu'on peut confronter un peu notre expérience à ce qu'on entend et voir où on en est. Hein. Et puis c'est du direct, c'est du frais. Hein. Ça veut dire que ça nous touche encore. Et donc soit on a intégré le point et ça nous touche, soit on l'a pas intégré, ça nous rappelle en fait ce qu'on doit pratiquer. Hein. Et donc, la méditation analytique est l'exercice qui permet l'émergence des réalisations issues de l'expérience. Elle consiste à procéder à l'analyse sous tous ses angles et dans tous ses aspects d'un thème précis de méditation, en faisant appel aux citations scripturales et à une logique incisive. Donc, la méditation analytique consiste à sélectionner un point bien précis et à l'analyser à maintes reprises à l'aide des écritures et d'une logique profonde. Donc là, il a servant d'outil pour engendrer une compréhension infaillible. Donc, c'est-à-dire une conscience ou une perception avérée. Et là, il donne, par exemple, c'est aussi, vous avez peut-être déjà entendu certains lamas parler de ça, et en fait, ça vient de Pabong Dechen Nimpo dans ce texte. Il dit, la méditation analytique, on connaît déjà ça, en fait. Il dit, en fait, quand on a du désir pour quelqu'un, ou quand on trouve un objet attrayant, hein, que ce soit quelqu'un ou un autre objet, un désir puissant nous envahit. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On pense encore et encore aux raisons. Hein. Pourquoi cet objet est attrayant? Hein. En fait, quand on a de l'attachement, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on n'arrête pas en fait, hein, de penser ceci, cela, la personne par exemple, comme elle est belle, et quand elle fait ci, quand elle fait ça, quand elle parle, et quand elle marche, et quand elle fait ci. En fait, tout ça, en fait, c'est une analyse. On se donne toutes les raisons. Hein. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, le désir grandit. Hein.
lancer une méditation analytique dirigée vers un objet d'attachement qui fait croître notre désir actif. Et la même chose, par exemple, par rapport à notre ennemi. Si on en veut à quelqu'un, on mène une analyse dirigée vers un objet d'aversion. Et qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il a fait hier, qu'est-ce qu'il a fait le mois dernier, et qu'est-ce qu'il va faire demain, et l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'il a fait à mes proches, qu'est-ce qu'il risque de faire, et s'il faisait ça. Et la colère, en fait, on a toutes les raisons. On a toutes les raisons, en fait, qui font que notre haine ou notre aversion, donc c'est quelque chose qu'on fait, ça. Donc ça, c'est... donc il dit... il s'agit d'une analyse dirigée vers un objet d'aversion qui attise notre conscience expérimentale de la haine. Donc il dit... l'analyse, on connaît. Donc ici, il s'agit de faire la même chose, mais vers le domaine spirituel. On va utiliser des citations, des exemples de notre vie, des raisons que l'on tire des enseignements, des livres qu'on lit, etc., de notre réflexion. Et donc c'est comme ça qu'on va, on va alimenter notre méditation analytique, pour avoir la conviction. Donc vous devez contempler encore et toujours les arguments les plus convaincants et ceux qui s'avèrent les plus efficaces pour vous aussi, pour provoquer en votre esprit une transformation spirituelle et intégrer le point. Donc il dit certains... Après, c'est vraiment bien parce qu'il donne des détails très pratiques sur comment il faut procéder. Donc il dit aussi quelque chose d'intéressant ici. À ce point, ça veut dire après avoir écouté les enseignements du Lamrim, étudié les textes, mais sans avoir pratiqué la méditation analytique. C'est-à-dire quelquefois quand on écoute les enseignements, bon, Geshe-la en a parlé aussi un petit peu ce matin. Alors certaines personnes se mettent à éprouver des sentiments puissants et soudains de foi. On comprend l'impermanence, on comprend le renoncement sans avoir médité. Quelquefois, on a vraiment de fortes sensations quand on écoute les enseignements. On se dit, ah, ça y est, c'est ça. On a comme une expérience instantanée comme ça. Là. Ils en tirent joie et enthousiasme, persuadés qu'il s'agit de réalisations spirituelles authentiques. Mais très vite, l'intensité de ces sentiments s'étant complètement émoussée, nous voyons ces mêmes personnes plongées dans la tristesse de ce qu'elles ont perdu. En fait, loin d'être des réalisations spirituelles authentiques, leurs sentiments n'étaient autres que des sensations limitées, s'élevant sur la base de perceptions éphémères. Vous ne devriez en aucun cas ressentir de l'orgueil quand ces sentiments se manifestent, ni vous sentir abattu quand ils s'évanouissent. Mais puisqu'ils sont le signe que vous avez reçu des bénédictions de votre maître et de votre déité tutélaire, vous devriez cependant chercher à les stabiliser. Donc, oui, souvent c'est comme ça. On entend, par exemple, on entend l'enseignement, on est tout transporté de foi ou d'inspiration, et puis on sort, on part, et puis pouf, ça disparaît comme neige au soleil. Ça fait pas ça. Donc, sauf si on est vraiment habitué aux pensées. Donc, c'est ça. Il faut vraiment se familiariser. Donc je vais pas lire beaucoup plus. Donc il parle de la technique pour faire jaillir les réalisations. Il parle qu'au début, quand on est familier avec les sujets, au point d'en être certain, et on pense que on sait comment faire les méditations, on sait on sent qu'on est capable d'obtenir les réalisations. Ça s'appelle d'avoir une maîtrise, d'avoir acquis la maîtrise des sujets. Donc, il explique un peu le processus, d'avoir acquis la maîtrise des sujets, ensuite d'avoir une réalisation expérimentale artificielle, et ensuite d'avoir une réalisation expérimentale spontanée, où le sujet est vraiment acquis. Donc, il parle de ça.
Donc vous le lirez, si vous voulez vraiment vous mettre à la méditation, il y a beaucoup de... Tout ça, c'est des conseils très pratiques. Donc sinon, pour faire ces méditations sur le Lamrim, vous avez la fiche de méditation, le guide de méditation dont on se sert tout le temps. Ça, c'est un résumé du Dzogchen. Le Dzogchen, c'est quoi? Les pratiques préliminaires. Quand on étudie le Lamrim, dans le Lamrim, d'abord, il y a plusieurs sujets. Et puis le premier sujet proprement dit, c'est comment entrer en relation avec le maître spirituel. Et après ça, comment? Non, après ça, c'est comment méditer. Il y a un sujet de comment méditer. Parce que maintenant, on vous a exposé un sujet, la relation maître. Donc ce sujet, comme tous les sujets, il a des divisions des points qui sont tous à méditer. Donc quand on médite, on prend tous ces points et on revoit tous ces points en détail et on médite dessus. Et donc après avoir expliqué le premier sujet, il explique comment méditer, comment faire une session de méditation sur le Lamrim. Et il explique en fait là les 6 pratiques préliminaires. Donc je ne sais plus en détail, mais le premier c'est de nettoyer la pièce, de disposer l'autel, de faire des offrandes, de prendre refuge, etc., de s'asseoir, de pétitionner le champ de mérite, de faire des requêtes au champ de mérite et au lama. Ça c'est les pratiques préliminaires à une pratique de session de Lamrim, de méditation sur le Lamrim. Donc le matin, le dimanche matin ici à 8h on fait Dzogchen. Donc c'est une très belle pratique. C'est ça le Dzogchen, les préliminaires. Donc raccourci, ça donne le guide de méditation, une page. Donc c'est vraiment très raccourci. Donc si vous avez le temps de faire le Dzogchen chez vous, ou de le faire de temps en temps, c'est bien. Même bien sûr c'est difficile à faire tous les jours, surtout si vous travaillez, si vous avez une vie active. Si vous êtes retraité, peut-être. Comment? Vous avez plus de travail en étant retraité qu'en travaillant. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce que c'est ce travail que vous avez. Est-ce que c'est vraiment du travail indispensable? Comme on dit, il faut choisir à quoi on passe son temps. Mais bon, je ne préjuge pas de vos activités, mais de toute façon, c'est comme ça. Jusqu'à la mort, on est très occupé en général. Si on ne travaille pas sur le fait de penser justement à l'impermanence à la mort et que cette précieuse renaissance humaine, elle est très courte. Et comme le disait Geshe-la, le temps finit toujours par gagner la bataille. Il va nous rattraper. Et c'est lui qui va gagner. Donc, c'est bien de se souvenir de ça. Donc, oui. Mais bon, c'est sûr que c'est difficile de faire tous les jours. Mais si vous pouvez le faire, même si vous pouvez le faire de temps en temps, c'est bien. Ou au moins, vous pouvez profiter de venir pour le week-end du Péba pour le faire ensemble si vous voulez. Comme ça vous déjà vous donne une idée. D'accord. Donc cette méditation, elle se fait sur la base d'une prière de Lamrim. Donc, en général, donc dans le Dzogchen, les pratiques préliminaires, il y a la prière de Lamrim à la fin, et justement, c'est là qu'on va méditer sur le Lamrim. Si vous n'utilisez pas ça, vous pouvez utiliser le guide de méditation, mais il vous faut une prière de Lamrim. Vous pouvez le faire aussi sur la base soit de la Matchopa, la Puja au Guru. Il y a des personnes qui ont par exemple l'engagement de faire ça tous les jours et donc ils le feraient à l'intérieur de ça. Et il y a des personnes qui ont d'autres engagements de faire des pratiques de Guru Yoga. Donc c'est bien de le faire à l'intérieur d'une pratique de Guru Yoga. Donc vous utilisez une prière de Lamrim comme, comment ça s'appelle? La fondation de toutes les qualités, par exemple, ou la prière de Lamrim du Lama Tshepa, une prière de Lamrim qui vous plaît. Vous pouvez choisir. Et donc, donc, quand on lit comme ça, il y a un autre type de méditation en fait. Ici, dans ce texte,
il appelle ça méditation de réflexion. Hein. Et peut-être c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Quand il parle de méditation de réflexion, ça veut dire ce qu'on appelle quelquefois balayer. Alors on l'a traduit différemment. Quelquefois on dit c'est comme un scan, scanner les différents. Hein. Comment on appelle ça? Scanner ou quelquefois de balayage. Hein. Quelquefois on a traduit ça balayage. Ici il parle de méditation, qu'est-ce que j'ai dit? De réflexion, qui consiste en fait à juste lire les différents points brièvement. Hein, comme un scan en fait. Hein. Donc on lit et on voit tous les... Ça c'est pas une méditation analytique. Hein. Quand on fait une méditation analytique, on scanne les différents points et on va s'arrêter sur le point sur lequel on médite. Hein. Donc il y a beaucoup d'explications. Donc, il dit beaucoup dans ce texte, il dit que en général, il y a plusieurs façons. On médite sur un point, donc il explique, il y a certains points qui sont très faciles en 8 jours, vous pouvez vraiment réaliser le point, et le point suivant, par exemple, est très difficile, il vous faut des années ou des mois. Hein. Donc par exemple c'est facile de comprendre, c'est assez facile de comprendre et de réaliser qu'on va mourir, que la mort est inéluctable, mais c'est très difficile de réaliser que le moment de la mort est incertain. Hein. Donc il y a des points comme ça pour lesquels il faut plus de temps. Et si on médite vraiment pour avoir des réalisations, on va méditer jusqu'à ce qu'on ait la réalisation d'un point pour passer à l'autre. Hein. Mais ça, c'est déjà à un certain niveau. Quand on commence à méditer, on va pas faire ça. Hein. On va commencer juste pour se familiariser avec chaque point. Hein. Donc on va faire chaque point. Donc vous prenez un certain temps pour chaque point, hein, peut-être une semaine, 2 semaines, un mois pour chaque point. Et donc après vous prenez l'autre, vous faites tout le lamrim comme ça en prenant chaque point pour développer une familiarisation, hein, pour bien vous comprendre la méditation. Et quand vous aurez fini, au bout d'un an, mais vous revenez au départ, hein, et vous faites comme ça plusieurs fois. Hein. À un certain point, donc on le fait et on ne bouge pas tant qu'on n'a pas reçu la réalisation d'un point avant de continuer au suivant. C'est clair? Ouais. Mais pour commencer, on va pas, on fait pas ça pour commencer, on fait juste pour se familiariser avec chaque point. Après, bon, il y a un point intéressant là qu'il fait sur c'est la page 8 de ce texte, je pense. Ça s'appelle 3e partie, instruction sur une technique de méditation extraordinaire qui vous permettra de faire de grands progrès. Il faut voir que ça c'est traduit du tibétain. Hein. Donc quelquefois il y a des termes un peu lyriques, hein, qui peuvent paraître lyriques parce que c'est un certain style. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le lire et puis on pourra s'arrêter là. Il dit, après avoir correctement obtenu de la manière décrite les réalisations spirituelles relatives à la production de la foi et du respect envers votre ami spirituel, vous devez tout mettre en œuvre pour obtenir successivement les réalisations relatives aux sujets qui vont des libertés et richesses jusqu'à la production du précieux esprit d'éveil. Cependant, les réalisations relatives à la dévotion à un maître spirituel, qui consiste à développer une foi telle que votre maître vous apparaît comme un Bouddha, sont difficiles à produire, sans une pratique de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Aussi, appliquez l'instruction de méditation extraordinaire qui va suivre. Chaque jour, vous consacrez... Donc ici, il parle en termes de retraite. Je pense, quelqu'un qui fait une retraite sur le lamrim. Il dit, chaque jour, consacrez une session au thème de la dévotion à un maître spirituel, et méditer sur les différents sujets de la façon qui ont été décrites plus haut, c'est-à-dire pour le maître, la dévotion au maître, hein, il explique dans les détails. Et ensuite, consacrer une session au développement des réalisations, des sujets qui commencent avec les libertés et richesses, hein, et jusqu'à la fin du sentier. En fait, ce qu'il dit ici, il dit que
Quand on fait retraite sur le Lamrim, il dit que la première session, on devrait méditer uniquement sur la dévotion au maître, parce que c'est un sujet important qui prend beaucoup de temps. Donc si on attendait d'avoir cette réalisation, on n'irait jamais plus loin pendant des années, peut-être. Hein. Donc il dit, bon, vous gardez ça, c'est votre premier sujet, et puis après, vous faites les sujets tour à tour, de la précieuse renaissance humaine jusqu'à la bodhicitta. Hein. Mais tous les jours, une session sur la dévotion au maître. Donc ça, c'est la première session. La deuxième session, vous travaillez donc à la production des réalisations des autres thèmes. Et la troisième session, appliquez la méthode de la méditation analytique à la vue profonde. Méditer sur la vacuité. Parce que la vacuité aussi, c'est quelque chose qu'on devrait faire un peu tout le temps. Hein. Parce qu'en fait, c'est la sagesse. Donc, il y a tous les points, c'est un peu la méthode. Et la sagesse, il faut que ça soit combiné. Donc, ce qu'il préconise ici, c'est ça. C'est le matin, on fait la dévotion au maître. Ensuite, on fait les autres tour à tour. Et à la fin, on médite sur la vacuité le soir, par exemple. Donc, nous qui ne pouvons pas faire... donc, si vous voulez faire une retraite de l'Amrim, c'est bien de faire comme ça. Mais sinon, dans votre session, peut-être essayer d'y penser. Par exemple, le premier mois, peut-être vous ferez la dévotion au maître. Et ensuite, quand vous passez aux autres sujets, essayez toujours de passer peut-être 5 minutes ou un peu de temps. Toujours. Hein. D'ailleurs, Lama Zopa Rinpoche, il recommande aussi ça. Tous les matins de consacrer un certain temps sur pas que je le fasse. Mais... il me voit. Tous les jours, même si c'est 10 minutes, hein, de passer un certain temps sur la méditation, sur la dévotion au maître. Et donc vous faites votre session et à la fin, passez un petit peu de temps sur la vacuité. Voilà. Donc Françoise devrait vous envoyer ce précieux texte qui va changer votre vie. Et donc nous pouvons dédier les mérites. Hein. D'ailleurs c'est drôle, oui, ce texte il est resté dans un placard, apparemment. Tanshu Sensho Rinpoche Make Panam Kegyuch Kepa Nyamba Mepa Yangone Gondo Pawa Sho. Merci.